La femme, ou devrais-je dire, les femmes sont des acteurs majeurs de l'appareil productif national en Côte d'Ivoire. Ce soir, en question, la santé de la femme, puisqu'en théorie, quand les femmes sont en bonne santé, l'économie devrait en pâtir, en théorie. Ce soir, on en parle avec deux expertes. Docteur Eliane Dogoré, chargée des relations avec le gouvernement de Engender Health, et Geneviève Saki Nekourissi, docteur également, chargée du programme santé familiale au Bureau Côte d'Ivoire de l'Organisation mondiale de la santé. Avec ces deux dames, on jettera justement un regard sur l'état des lieux pour ce qui est donc de cette question de santé des femmes. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera encore une fois en attraction, deux reprises, celle de Pata Pata de Myriam Makeba et Zadi Bobo de Ernesto Djedje. Ce sera donc un beau plongeon d'ailleurs dans le passé musical de la Côte d'Ivoire. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI tous les soirs pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on a choisi, avec beaucoup de pertinence, on l'espère en tout cas, de parler de la santé de la femme ou des femmes en Côte d'Ivoire. On va ensemble essayer de dresser une sorte d'état des lieux et puis évidemment donc en tirer des conclusions à l'issue donc de cette émission. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Dr Eliane Dogoré. Bienvenue à la télé d'ici. Merci également à Dr Geneviève Saki Nekourissi. Bienvenue. Merci de garder ce sourire, hein. Ça augure d'une très belle émission, très sereine, bien joviale et tout. C'est de bonne guerre. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Alors, mesdames, j'ai essayé de glaner quelques petites informations, juste d'entrée de jeu. Et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, de 2012 à 2016, 300 établissements de premier contact ont été construits en Côte d'Ivoire. Ce sont des chiffres officiels. Le taux de disponibilité des médicaments dans les pharmacies de santé publique a atteint 90% en 2017. 69% de la population vivent désormais à moins de 5 km d'un centre de santé contre 44% en 2012. Est-ce que c'est rassurant? Ce sont des chiffres très rassurants. D'accord. Puisque l'important dans un pays, c'est de rapprocher les soins de santé des populations. Et l'effort que fait le gouvernement pour rapprocher ces soins des populations est très, très rassurant pour la bonne marche de la société. D'accord. Mais, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Puisque dans un pays, c'est une planification qui est mise en place. Et chaque jour qui passe doit être mis à profit pour améliorer la santé des populations. Et c'est ce qui est fait en Côte d'Ivoire au travers des chiffres que vous venez de présenter. Absolument. Docteur Dogoré, ça suscite quoi en vous? Oui, en fait, c'est très bien de le savoir parce que la santé n'a pas de prix. Et la santé, on peut dire, peut conduire au développement. Parce qu'une population qui se porte bien, il y a moins de frais pour la population elle-même, elle économise. Il y a moins de personnes qui restent à l'hôpital, les lits qui sont occupés. Donc, ça fait que le gouvernement dépense moins en ce qui concerne la santé, et ça fait des économies pour la population, ça fait aussi des économies pour le gouvernement, ce qui fait que le gouvernement peut investir dans d'autres choses qui sont importantes aussi pour le pays, et les populations qui économisent peuvent aussi investir pour se développer, pour préparer une retraite, pour bien élever leurs enfants. En tout cas, tout cela va ensemble. D'accord. Et nous sommes très heureux de voir que le gouvernement fait des efforts pour y arriver. Je vais vous prendre au mot. Vous avez dit c'est bien. Quand une population se sent bien, c'est bon pour l'économie. Comment se sentent les femmes en Côte d'Ivoire? Bien, moyennement bien, ça ne va pas du tout, il faut s'alarmer.
On peut dire qu'il y a des choses, des efforts encore à faire. On a encore du chemin à faire. On est en train d'y arriver, mais nous devons travailler. Quelle est la longueur de ce chemin? Vous savez, pour me rendre en Arabie Saoudite, c'est des milliers de kilomètres. Pour me rendre à Bobo, c'est quelques kilomètres. C'est toujours du chemin à faire. Quelle est la longueur de ce chemin, d'après vous? OK, je vais peut-être donner ma langue au chat. Geneviève, c'est ma collègue. Oui. Nous pouvons... Qu'est-ce que tu en penses? Geneviève, vous avez la lourde responsabilité de nous dire la longueur de ce chemin. Merci. Avant de donner notre avis, je voulais vraiment vous remercier de l'invitation que vous avez offerte à l'OMS pour venir partager ce plateau sur cette thématique d'importance. Les chiffres que nous avons à l'OMS montrent que beaucoup d'efforts sont faits pour la santé des populations en général, parce que l'OMS c'est toute la population en général. Mais en Afrique subsaharienne, il y a encore beaucoup d'efforts à faire concernant la santé de la femme et de l'enfant. Si on veut partager des chiffres, en Côte d'Ivoire, nous sommes encore à un taux de mortalité de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est très, très élevé. La mortalité maternelle. Mortalité maternelle. D'accord. Par rapport au taux de mortalité des nouveau-nés, des enfants qui a nettement diminué, celle de la mortalité des femmes est encore un peu plus élevée. Donc, beaucoup d'efforts sont à faire pour atteindre ces objectifs que tous les États se sont fixés à l'horizon 2030. D'accord. Objectif 2030, on espère donc que tout sera très bien à cette échéance-là. Comment vous expliquez ce gap? Le fait que qu'il y ait plus de femmes qui meurent en couche comparativement aux nouveau-nés, comment vous l'expliquez? Le regard de l'experte. OK. Il y a beaucoup de causes. Il y a un problème de prise en charge ou... Les causes sont connues, il y a les hémorragies, il y a beaucoup de causes, il y a les dystocies, les difficultés d'accouchement, il y a les infections. D'accord. Mais je vais être un peu glauque, je vous arrête très poliment. Les hémorragies ne sont pas propres à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique subsaharienne. Il y a des hémorragies à tous les accouchements, un peu partout dans le monde. Pourquoi le taux il est relativement élevé ici? OK, je peux... Oui, allez-y. Oui, c'est tout un OK. En tout cas, avec l'expérience de Engender Health en la matière et en tenant compte toujours des recherches qui existent, les hémorragies sont souvent dues du fait que vous prenez l'utérus d'une femme, et je vous dirai des causes après. Vous prenez l'utérus d'une femme, c'est comme le ballon. Le ballon que l'on gonfle d'habitude lors des fêtes pour les enfants. Ce ballon, si vous avez remarqué, pour souffler dedans, c'est très fort, c'est dur. Et quand vous détendez, il prend une forme un peu, il se dégonfle, mais il est un peu gonflé. Mais au fur et à mesure de gonfler, vous allez voir qu'il ne se recontracte pas, et ce qui fait que, évidemment, il y a un moment donné, il éclate. Vous comprenez? Donc, chez une femme qui, à cause de plusieurs grossesses et non espacées, qui ne permettent pas à l'utérus, une fois qu'elle a accouché, que l'utérus se retracte, alors cette personne-là, il y a une des grossesses où il arrivera que du fait qu'il n'y a pas cette contraction qui se fait bien pour enlever tous les débris qui ont été générés par l'accouchement et enlever peut-être aussi, peut-être il y a un placenta, un bout de placenta qui s'est collé, ça va faire qu'il y aura une hémorragie. Mais il y a aussi un élément qui est très important, c'est la nutrition. Vous savez, en santé mère et enfant, il y a un lien très étroit entre la mère, le nouveau-né, la nutrition. Et regardez nos sociétés. C'est là qu'on voit encore les disparités. Pourquoi vous avez dit discuter de la santé de la femme aujourd'hui, s'arrêter, avoir une journée? C'est parce qu'il y a beaucoup de disparités en ce qui concerne d'abord la fille. Alors, la fille commence à se préparer en tant que mère pendant qu'elle est dans le ventre de sa mère. Comment ça se fait? Elle doit être nourrie. J'allais vous poser la question. Comment ça se fait? Elle doit être nourrie. D'accord.
Donc, la maman doit manger la nourriture saine, pas beaucoup, comme les gens pensent, mais la nourriture très équilibrée. Quand on connaît le sexe de l'enfant, du fait. C'est pas quel que soit l'enfant. D'accord. Quel que soit l'enfant, la maman doit manger correctement. Mais si c'est une fille, quand elle va sortir, si elle est bien nourrie, c'est un enfant qui sortira avec un bon poids. Donc déjà, elle sort avec un potentiel et qui doit être continué pendant qu'elle est jeune. Et vous avez remarqué que souvent, les filles sont moins bien nourries que les garçons. Dans les familles qui n'ont pas suffisamment de nourriture, et même au village, allez-y, dans les communautés pauvres. Vous êtes nés sûrement dans des familles bien. La fille bien, oui, mais pas riche. est souvent pas bien nourrie. Et même la femme mange moins bien que son mari. Parce qu'elle doit toujours présenter ce qui est mieux, plus à son mari. D'accord. Et donc, cette nutrition, quand la femme va accoucher, qui n'a pas été bien nourrie, elle va se retrouver avec un potentiel en fer et en graisse aussi, qui va être moins. Donc, cette femme-là sera plus sujette aux hémorragies aussi. Donc ça, ce sont les deux éléments. Parfait. Je veux juste rebondir sur le premier élément que vous avez souligné, c'est l'espacement des naissances. Est-ce une recommandation ou une exigence? Est-ce que ça doit être une recommandation? On vous conseille donc le planning familial. Faites-le, c'est bien. Ou alors, il faut le faire. OK. On peut dire qu'on ne va pas exiger. Si vous deviez le faire. On doit dire, vous devez le faire. D'accord. Parce que. Si vous dites à une personne, vous devez le faire, vous ne lui expliquez pas pourquoi, il ne va pas l'accepter, ils ne pourront pas le faire. Donc, c'est une nécessité vitale. D'accord. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent au niveau des femmes, les pathologies handicapantes, je serais tenté de rajouter? OK. Il y a les fistules qui sont très handicapantes. Il y a aussi, lorsqu'il y a un déboîtement, ça, c'est des accidents qui arrivent parfois si l'accouchement, l'enfant était trop gros, la hanche de la femme peut être aussi déhanchée. Il y a aussi... Je peux compléter? Oui. La femme est sujette à toutes les maladies. Le cancer. Ça, ce qu'elle cite, ce sont les maladies liées à l'accouchement, les complications liées à l'accouchement. Mais la femme est sujette à toutes les maladies, la dépression, les violences faites aux femmes, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, pour ce qui concerne les accouchements, c'est le plus lourd tribut de la femme, parce qu'une femme qui est en bonne santé, qui va mourir sur une table d'accouchement, c'est pénible. Et on note qu'il y a dans le monde environ 830 000 femmes qui meurent chaque année des suites de l'accouchement. Et ça, c'est dramatique, ce que nous appelons des tragédies silencieuses. Voilà. Mais sinon, la femme est sujette à tous les types d'handicaps, de maladies. D'accord. À la télé d'ici, quand on parle de femmes, on entend jeunes femmes et femmes d'un certain âge. Est-ce qu'elles sont logées à la même enseigne, s'agissant toujours de la thématique, la question des pathologies, ou est-ce qu'il faut nuancer? Il y a peut-être une différence à faire. Il faut nuancer les pathologies. Selon chaque tranche d'âge, il y a des pathologies spécifiques. Donc la femme de 0 à 5 ans, c'est la santé infantile. Donc il y a les maladies liées, meurtrières pour les enfants, autant les garçons que les filles. À partir de l'adolescence, il y a des maladies liées au comportement des adolescents que vous connaissez, les addictions, beaucoup de accidents de circulation, etc. Il y a des suicides quelquefois. Et quand on arrive au stade de la mère, en tant que mère, il y a ces handicaps qui touchent la mère suite aux accouchements, qui ne sont pas peut-être bien suivis, bien gérés, etc. Et la personne âgée, en tant que femme aussi, a des maladies cardiovasculaires comme toute personne. Est-ce que dans les milieux ruraux, les femmes sont, primo, connaisseuses des maux dont elles souffrent avec précision? Secondo, est-ce que les établissements sont à même, professionnellement, en termes également de ressources matérielles, à même donc de faire face à ces pathologies-là? Vous avez parlé du cas de la fistule notamment. Est-ce qu'elles savent de quoi elles souffrent déjà? Est-ce qu'elles communiquent? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'omerta parfois? OK. Parlons
En fait, on peut dire que les structures sanitaires devraient être équipées parce que les choses se font selon l'échelon comment on appelle, l'échelon de la pyramide sanitaire. Quand vous prenez les structures que ces femmes en milieu rural fréquentent, ils peuvent faire la prévention. D'accord. La prévention qui veut dire l'information, les services qui peuvent prévenir, c'est-à-dire la planification familiale, les consultations prénatales pour savoir si la femme a besoin d'un accompagnement bien particulier ou être référée dans une structure à un niveau plus élevé pour être prise en charge, par exemple, pour l'accouchement. Et donc, selon les niveaux, ils devraient normalement avoir cette information. Mais ce qui est important aussi, c'est la communication. La communication qui peut très souvent ne pas être assez complète. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'ignorance au niveau des femmes en milieu rural. Mais en plus de ça, cette femme, même si elle sait, elle est toujours aussi assujettie à son entourage. Elle dépend de son mari, c'est son mari qui prendra la décision pour qu'elle aille à l'hôpital. Elle dépend parfois de la belle-mère, qui est la mère suprême, qui va lui dire « Moi, j'ai accouché au village par la matrone, toi aussi, tu devrais le faire. » Et ce sera aussi la matrone qui, comme elle connaît le système pour elle, elle ne veut pas baisser la tête, elle va forcer cette jeune femme qui ne peut peut-être pas accoucher par voie basse, a forcément accouché par voie basse. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font que ce n'est pas... il ne faut pas dire que c'est le système de santé qui ne fonctionne pas, mais c'est tout notre entourage dans lequel nous, en tant que femmes, nous vivons. Et surtout que la femme ne prend pas de décision, n'a pas les moyens pour pouvoir prendre ses propres décisions en matière de santé. Ça fait que ça lui rend la tâche difficile pour être en bonne santé. Alors cette journée, elle existe depuis 1951, la journée d'action pour la santé de la femme. On est des années plus tard et on constate qu'il y a encore du chemin à faire. Selon vous, est-ce qu'il faut repenser notre façon d'aborder ce problème-là de santé? Il faut en parler, mais il faut des données pour en parler. Et on manque cruellement de données statistiques sur les questions. On ne montre pas suffisamment les données que nous avons. Et ce sont ces données que nous avons qui peuvent nous montrer l'ampleur de la situation et de prendre des décisions par rapport à cette ampleur. Ou bien, en tant que pays, par exemple, d'être aidé par d'autres pays, peut-être, qui ont les moyens, qui pensent à ce problème pour voir, attention, il y a un problème dans tel pays, nous pourrons venir aider pour travailler dans ce sens. Et c'est le travail que font nous en tant que partenaires techniques et l'OMS qui est le chercheur vraiment principal qui donne les directives que nous suivons et que nous ramenons dans les pays, que les pays eux-mêmes suivent parce qu'ils participent toujours aux réunions de l'OMS et nous, en tant qu'Engender Health, on travaille en étroite collaboration avec l'OMS, on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, le ministère de la Santé et les autres ministères qui contribuent dans la santé de la femme et des adolescents et des jeunes pour faire en sorte que toutes ces directives-là, on puisse les traduire en action pour les pays. D'accord. Sur la question de la donnée, vous partagez le même avis aussi? Ce que je voulais dire, c'est que vous dites que la journée a été instituée depuis longtemps et qu'est-ce qui est fait? Beaucoup de choses sont faites. Mais tant qu'une femme meurt, peut-être en couche, nous devons continuer la lutte. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que l'OMS fait en mettant en place les directives. Les pays mettent en œuvre les recommandations pour améliorer leur système de santé. Ce n'est pas une chose facile. Vous savez bien que la santé, c'est un état de complet bien-être dans tous les domaines et tous les secteurs d'activité doivent s'y mettre. Si la structure de santé est construite à moins de 6 km ou à plus de 6 km, comment les transports peuvent aider pour que la femme qui doit être référée soit dans de bonnes conditions?
comment le personnel de santé doit être pris en compte pour que la motivation y soit, comment les populations elles-mêmes doivent être sensibilisées pour faire leur part. Tout le monde doit contribuer pour cette lutte qui est multisectorielle et multiforme. Donc, beaucoup de choses sont à faire. On ne peut pas s'arrêter, mais on doit continuer tout le temps pour mettre en œuvre les normes, les directives et les standards dans chaque structure. Alors, en 2001, donc, notamment, plusieurs pays ont pris la décision de signer la déclaration d'Abuja qui demande aux pays d'allouer 15% au moins de leur budget à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance-là, elle est suivie? Est-ce que ça ne fait pas partie du problème? C'est un bon sujet parce que les dépenses que nous appelons les dépenses catastrophiques pour la santé ruinent énormément les objectifs des populations. Et quand les pays augmentent le budget de la santé à au moins 15%, comme eux-mêmes ils l'ont défini, ça permet aux structures de santé d'être dans les normes. Et je crois que notre pays, je ne sais pas trop les bons chiffres, mais peut-être que notre pays suit ce mécanisme pour améliorer le financement de la santé. Les populations ne doivent pas avoir des dépenses en santé qui ne leur permettent pas de survivre. Et je crois que ce que la Côte d'Ivoire a fait de merveilleux, c'est la gratuité des soins. Avec la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle qui est en train d'être mise en œuvre et pour aider les populations les plus vulnérables à avoir accès à ces actes de santé. Donc, depuis un moment, les mères et les enfants, c'est la gratuité ciblée, comme on l'appelle. D'accord. Mais nous déplorons l'environnement sécuritaire qui est survenu dans notre pays et qui a freiné un peu les avancées. Mais je crois qu'avec les efforts que le gouvernement est en train de faire, nous pouvons atteindre ces objectifs de 15%. Si certains pays l'ont atteint, donc notre pays peut atteindre ces 15%. C'est très, très important. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que c'est pour ça que Engender Health, qui depuis 75 ans déjà maintenant travaille dans le domaine, dans 100 pays, on a travaillé dans 100 pays et actuellement dans 12 pays. Nous travaillons vraiment pour que ces inéquités, ces inégalités soient rattrapées, mais aussi travailler dans le plaidoyer afin d'aider le gouvernement à vraiment prendre ses engagements, disons, comment on dit, remplir ses engagements en matière de santé ou autres engagements qu'il aurait pris pour la santé. Mais il faut que vous sachiez que le problème de la santé de la femme n'est pas seulement santé. C'est un problème qui est, on peut dire, multisectoriel. Et on sait aussi, pour ce qui est des femmes, bon, évidemment, il y a des maladies qu'on ne peut pas éviter. Mais pour ce qui est évitable, on sait ce qu'il faut faire. Pour ce qui est évitable, on sait ce qu'il faut faire. Alors, le gouvernement s'efforce à le faire et nous l'aidons à le faire. Mais les populations aussi ont des responsabilités. Lesquelles responsabilités? Les responsabilités, c'est lorsque vous avez une information concernant votre santé, ne vous dites pas que c'est affaire de blanc. Parfois, ça ne demande pas beaucoup d'argent, c'est juste un geste, c'est juste une habitude. Je prends l'exemple de la femme, puisqu'on parle de la femme. La femme doit se reposer après chaque grossesse, mais le gouvernement, avec l'appui des autres partenaires, a les moyens maintenant pour permettre aux femmes d'espacer leur naissance, les naissances de leurs enfants. Donc, ça fait qu'il y a la planification familiale. Mais il y a tellement de tabous et des idées préconçues qui font que ça fait une barrière pour la femme d'accepter la planification familiale. Quand on fait beaucoup d'enfants, ça fait entrer beaucoup de bonheur dans la famille, ça fait entrer beaucoup d'argent, c'est une richesse. C'est une richesse. C'est ce qu'on dit. Mais il faut que la maman vive pour voir les enfants qu'elle met au monde. Donc l'espacement, c'est 2 ans entre chaque enfant. D'accord. C'est faisable. On peut avoir le nombre d'enfants qu'on a. On a le temps d'élever les enfants comme on le peut. D'accord. Puis on a le temps aussi de se reposer soi-même. D'accord. Donnons-nous le temps de marquer une courte pause, madame. Okay. On revient à vous sans souci, d'accord? On revient dans quelques instants.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, pour aborder des questions qui vous intéressent forcément. Ce soir, on parle de la santé de la femme ou des femmes à la faveur donc de la journée internationale consacrée donc à cette question-là. Je propose, messieurs, dames, qu'on marque une pause pour aborder 4 sujets majeurs qui constituent l'actualité d'ici. Premier sujet, c'est le gouvernement ivoirien qui a adopté en Conseil des ministres cette semaine un décret de ratification d'un accord de prêt d'un montant de 10 milliards de francs CFA de la banque africaine, la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, pour le financement partiel du programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable du district d'Abidjan. Le financement obtenu permettra de construire 2 châteaux d'une capacité de 5000 m3 chacun dans les communes de Marcory et de Port-Boué, à Gonzagueville plus précisément, et aussi de déployer 210 km de réseau d'eau potable, de renouveler 20 km d'anciens conduits et de réaliser 5000 branchements sociaux. Autre sujet dans l'actu d'ici, les aéroports de Boaké et de Korogo qui bientôt répondront aux normes aéronautiques certifiées. La Côte d'Ivoire a obtenu à cet effet un financement partiel de 25 milliards, toujours auprès de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. L'objectif de ce projet est donc d'améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéroportuaires de ces 2 pôles économiques de la Côte d'Ivoire en élevant la qualité des infrastructures existantes aux normes aéronautiques en vigueur. Autre sujet incontournable, on serait tenté de rajouter, c'est évidemment la Covid-19, avec l'ouverture du 9e centre de dépistage sur les 13 prévus à Abidjan. Et ce 9e centre est situé donc à Tekoubé, dans la commune d'Atekoubé. Selon le conseiller technique du ministre de la Santé, l'évolution de la pandémie est marquée par une augmentation constante du nombre de personnes diagnostiquées positives, malgré le nombre croissant de guérisons et la faible létalité. Elle a rappelé que le taux de positivité aussi, depuis quelques semaines, entre 6 et 11%. Elle invite donc les populations à prendre toutes les précautions sur le plan sanitaire afin d'éviter d'être infectées ou contaminer les autres. J'ajoute sur ce sujet-là que le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Bleu Charlemagne, a pour sa part mis en garde les auteurs d'ouverture clandestine de bars et boîtes de nuit. Ils subiront la rigueur de la loi, a-t-il prévenu. On termine, pour être complet, sur la Covid-19, que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a annoncé un appui financier d'un montant de 10 milliards pour soutenir le secteur informel. Selon Mamadou Touré, pour la phase transitoire de cette opération qui a débuté le 14 mai et qui prendra fin le 15 juin prochain, ce sont 40 000 acteurs de ce secteur qui bénéficieront de cet appui financier de l'État pour relancer leurs activités. Sont concernés par ce décaissement les acteurs de la restauration, de l'artisanat, du transport et du commerce. Chaque bénéficiaire recevra une subvention de 200 000 à 300 000 en fonction de son activité. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Revenons à la santé des femmes, qui est un sujet tout aussi important. Pierre. Alors, la santé des femmes, donc on disait que c'était une lutte multisectorielle. Quand on sait que certains problèmes sont liés notamment aux croyances, aux coutumes ou parfois même à la religion, et que vous faites beaucoup d'actions terrain en tant qu'ONG, comment est perçu le message par les communautés, les chefs de communautés, soit villageoises ou religieuses, quand vous y allez? Parlons des communautés religieuses. Il y a une alliance des religieux de toutes les grandes religions qui sont représentées en Côte d'Ivoire. Cette alliance s'appelle l'ARCIP. Elle travaille étroitement avec le gouvernement pour la santé des mères et des enfants. Par exemple, elle reçoit des fonds pour travailler dans le paludisme communautaire. Et qui dit palu communautaire, ça prend la mère de l'enfant et l'enfant pour que une femme qui est enceinte, par exemple, ne fasse pas le paludisme parce qu'elle peut perdre son enfant. Ou de palu en palu, elle peut faire aussi une anémie. Et l'anémie va faire qu'elle va saigner, comme je vous avais dit tout à l'heure. Déjà, si elle est anémie, quand elle va accoucher, elle va saigner. C'est un cercle vicieux. Et aussi, pour que les femmes ne meurent pas en couche, un autre élément, c'est ils ont adopté même, ils ont élaboré un document de politique pour la promotion de la procréation responsable. Donc en fait, c'est tout le monde, que ce soit les communautés, ils interviennent comme ils peuvent. L'essentiel, c'est de les sensibiliser. Et à partir des données, à partir des faits, on arrive vraiment à leur donner l'information et ils s'impliquent. Et c'est ce que les religieux font ici en Côte d'Ivoire.
Alors, il y a un point qui revient énormément, ça va être celui des interruptions volontaires de grossesse et notamment de la pénalisation dans certains pays. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, légaliser l'IVG, ou du moins mieux l'accompagner, serait une clé pour réduire la mortalité maternelle et infantile? Docteur Saki sourit. On va me dire pourquoi. On va prendre la question dans un autre sens. Comment lutter contre les avortements? Aussi. Le pays est souverain dans la lutte contre la mortalité maternelle, surtout pour les grossesses à risque, parce que les grossesses à risque entraînent des prises en charge pas catholiques, si on peut le dire, les IVG dont vous venez de parler. Mais dans la Constitution, le programme est en train de lutter pour revoir la prise en charge des complications de la grossesse, comme on le dit, et de l'accouchement. Le dossier est sur la table des députés pour voir quelles dispositions prendre pour réduire les taux d'interruption volontaire de grossesse. D'interruption volontaire de la grossesse dans le pays. Mais des directives existent dans le domaine. Le système de santé a les mesures à mettre en place pour mieux prendre en charge ces grossesses non désirées, surtout chez les adolescents et les jeunes. Et vous avez suivi aussi l'actualité où le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé se mettent ensemble pour éviter les grossesses à risque et les grossesses non désirées, surtout chez les adolescents et jeunes qui ont d'abord à vivre leur vie avant de commencer à mettre au monde des enfants, sachant que l'accouchement n'est pas un fait très, très, très facile. D'accord. Alors, allez-y. Oui. Et dans ce domaine, Gender Health travaille avec le gouvernement et les autres partenaires, mais surtout pour le plaidoyer, pour éviter vraiment qu'il y ait ces grossesses non désirées. D'accord. Avant de revenir à Pierre, docteur Saki, vous avez sorti un keyword, un mot-clé. Vous avez parlé de souveraineté. Quelle est la nature des relations entre l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement de façon générale et le gouvernement de Côte d'Ivoire de façon spécifique? C'est une question qui va certainement aider aussi tous ces nombreux auditeurs, enfin téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment, qui parfois donc suivent dans les différents journaux télévisés. L'OMS décide de soutenir l'État de Côte d'Ivoire, l'OMS a décaissé tel montant ou envoyé des experts et tout. Quelle est la nature des relations? Et où s'arrête l'OMS? Où commence l'État? Inversement. Merci. D'abord, l'OMS, c'est une organisation mondiale de la santé qui est une organisation des États membres. Nous sommes le secrétariat des États membres. L'Assemblée mondiale de la santé réunit les ministres de tous les États membres. Cette organisation qui a été créée en 1948, le 7 avril précisément, et c'est cette date d'anniversaire, c'est au cours de cette date d'anniversaire que nous célébrons la Journée mondiale de la santé. D'accord. Les relations de l'OMS et des pays sont des relations, comment on peut dire, cordiales, puisque ce sont les pays qui décident des orientations en matière de santé. Et le secrétariat qu'est l'OMS aide les pays à mettre en œuvre ces orientations, ces directives qu'ils ont décidées au cours des assemblées mondiales. Donc, pour revenir à la Côte d'Ivoire, vous voyez toujours à la télévision l'OMS et le représentant mondial de la santé, le représentant de l'OMS qui travaillent ensemble. Les directives sont définies par les experts des États membres. D'accord. Par exemple, quand on dit au niveau de l'OMS. Au niveau de l'OMS. Oui. L'organisation, si on peut imaginer, ce sont les ministres des États membres qui sont représentés par les différents présidents et qui définissent la priorité mondiale en matière de santé. D'accord. Puisque l'OMS doit amener tous les peuples à un niveau de santé le plus élevé possible. D'accord. Donc on se fixe des objectifs. Donc les pays disent, comme il a dit tout à l'heure, pour gérer le financement de la santé, il faut que nous, États, on porte à 15% le taux de financement de la santé. D'accord. Nous, États, pour que les femmes ne meurent, réduire la mortalité maternelle, voilà ce qu'on doit faire. Donc on définit les interventions les plus efficaces pour aider les populations à être en bonne santé. Le rôle de l'OMS dans les pays, c'est de suivre cette feuille de route qui a été développée avec les États membres. Donc, chaque fois, selon des périodicités mensuelles ou annuelles, on demande au pays où vous en êtes
dans ces résolutions que vous avez bien voulu prendre lors des différentes assemblées. Et quand ce pays ne respecte pas ces résolutions? L'OMS n'est pas une agence coercitive. Première chose, est-ce que l'OMS peut faire injonction? L'OMS doit accompagner les pays. Si ça ne marche pas dans le pays, c'est avec l'OMS. Nous devons travailler ensemble avec les gouvernements, les responsables que sont les ministres de la Santé pour qu'on puisse atteindre les objectifs de la santé. Il y a des États récalcitrants qui promettent des choses qui ne... Comme dans toute activité, même dans des familles. Dans ce cas de figure, que fait l'OMS? L'OMS dit, écoutez, vu que vous n'écoutez pas, vous êtes têtus, nous on s'en lave les mains, on quitte le pays. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? L'OMS est obligé. C'est là notre mission. L'OMS a 6 fonctions essentielles. D'abord, elle est chef de file des agences des Nations Unies pour ce qui concerne de la santé, aider les pays dans les priorités de la recherche, aider les pays en termes d'appui technique. Par exemple, s'il y a le développement d'une nouvelle technique qui est en place et que les pays n'arrivent pas, vous avez vu à propos du Covid, il y avait seulement 2 pays au départ du Covid qui pouvaient faire le laboratoire. Et l'OMS a aidé tous les États membres à renforcer leur capacité de laboratoire. C'est ça un peu l'appui technique. Et il y a les politiques et l'éthique, et ensuite la surveillance des situations d'urgence. Donc notre rôle, c'est d'accompagner. C'est comme un éducateur qui accompagne, son élève encore c'est trop dit, mais qui doit faire en sorte que la santé s'améliore dans les pays. D'accord, donc l'OMS n'est ni censeur d'établissement, ni éducateur. L'OMS est peut-être répétiteur. Oui, si on peut dire ça. C'est une belle image. Hein? Un coaching ou bien un répétiteur. Something like that. OK, d'accord. Docteur Dogoré, Engender Health, c'est quoi le rôle? Le rôle d'Engender Health, c'est d'éveiller la conscience des communautés, du gouvernement lui-même aussi, par des plaidoyers. Donc nous faisons des plaidoyers en faveur de la santé des femmes, des enfants et de la communauté. Et nous travaillons toujours en symbiose avec des institutions du ministère, des institutions techniques du gouvernement, pour non seulement renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent le plaidoyer, mais aussi on les accompagne par rapport à leurs besoins. Et nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec d'autres partenaires, nous travaillons avec l'OMS, nous travaillons avec l'UNFPA. En fait, nous travaillons avec tout le monde pour aller ensemble, ou bien des agences de coopération bilatérale. Nous allons tous ensemble pour que le pays puisse vraiment prendre ses engagements. Prendre ses engagements. Mais nous renforçons aussi les capacités des individus. Des individus pour qu'ils sachent de quoi il a besoin, pourquoi c'est important pour lui. Et lorsqu'ils ne peuvent pas, nous portons la voix de ces personnes, notamment actuellement. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet qui est une campagne digitale et dont le titre est « Amplifier la voix des femmes pour la santé sexuelle et reproductive ». Donc, on a pu toucher 100 000 femmes dans l'espace de quelques mois, avec qui on a communiqué en utilisant les blogueurs. On leur a donné l'information sur la santé et la reproduction. Donc ces femmes-là armées pourront savoir de quoi ils ont besoin. Et les jeunes aussi armés, ils vont être capables d'aller demander les services. Donc s'ils commencent à demander les services, le gouvernement va se dire, attention, les gens ont besoin de ces services et tout faire pour les mettre à leur disposition. Très bien. Alors, le répétiteur, qui est l'Organisation mondiale de la santé, peut constater que l'élève peine à notamment faire certains exercices. Vous, on va vous considérer peut-être comme le camarade de classe qui est plutôt bon dans la matière et qui, de temps en temps, vient réviser donc avec son voisin et tout. Mais il peut aussi constater que ce voisin, ça ne va pas du tout, il ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous regardez la situation de la santé de la femme en Côte d'Ivoire, sans pour autant accuser qui que ce soit, hein? Qu'est-ce qui vous choque le plus et pour lequel vous pensez qu'il y a une nécessité, il y a une urgence à agir? Trop de morts.
Le mot choqué, qu'est-ce qui fait mal? Peut-être c'est la même chose. Bon. Ce sont les indicateurs de la santé de la mère dans le pays. La Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de ressources. Et comme on le dit, peut-être que les crises viennent, on ne s'en rend pas compte, mais ont des conséquences désastreuses sur la population. Et nous qui avons commencé dans le pays, on sait que les taux de mortalité commencent à baisser. Ça peut se faire mieux. Et ce qui choque, c'est que depuis les crises successives, les taux, nous sommes parmi les pays où les taux de mortalité sont les plus élevés. Alors que nous disposons, la Côte d'Ivoire dispose des ressources humaines de qualité. D'accord. Quand l'OMS élabore des documents, on recherche les experts de chaque pays pour élaborer des documents normatifs. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays-là. Donc, ce qui choque, c'est le taux de mortalité qui est élevé, mais qui peut s'arranger avec les mesures qui sont en train d'être prises pour gérer la situation. Donc ça vous surprend venant d'un pays qui représente quand même 39% de la masse monétaire de la sous-région. Il y a toutes les capacités pour réduire les PIB taux. de l'UEMOA. Exactement. D'accord. Pierre? Est-ce que c'est trop tôt pour faire un rapprochement entre la pandémie de coronavirus, ses impacts, et la santé des femmes? Est-ce qu'on voit déjà un impact dessus? Oui, on voit déjà un impact, effectivement. L'impact, ce n'est pas... On ne va pas parler d'impact, parce que l'impact, c'est le but final, c'est-à-dire les morts. Est-ce que les morts ont augmenté? Mais on peut s'attendre à ce que nos indicateurs soient vus encore à la baisse, au lieu que ce soit amélioré, ou bien ça augmente selon les indicateurs, ou d'autres vont diminuer selon le type d'indicateurs. Tout simplement parce que les gens ont peur d'aller dans les services de santé. Les gens fréquentent moins les services de santé. Et donc, on appuie le gouvernement dans le sens pour que le gouvernement puisse continuer, les services continuent. On les appuie de plusieurs manières. Par exemple, en faisant toujours des campagnes en ligne, encourageant les femmes à aller, par exemple, pour leurs consultations, pour aller prendre leurs pilules, ou disons leurs produits contraceptifs qu'ils ont oubliés, ou bien qu'ils n'osent pas aller prendre. Encourager le service aussi de continuer. On aide aussi le ministère de la Santé à continuer à travailler, même si, au cas où il y a confinement, on a pu donner des équipements Internet pour qu'ils puissent faire le télétravail. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec d'autres partenaires aussi. On aide, par exemple, le programme qui s'occupe de la santé de la mère de l'enfant, de mener des réunions avec nous, débattre sur les histoires de santé. Il y a un plan de travail même qui a été fait, un plan pour que les services de santé continuent. Pour ajouter que pour que le pays soit à l'aise dans la prise de décision, l'OMS, au décours de cette pandémie de coronavirus, aide le gouvernement à mener des études pour voir à terme l'impact de la pandémie sur les services de santé. Donc nous sommes en train d'aider le pays pour faire 3 études sur le comportement, sur l'utilisation des services de santé, etc. etc. Donc, c'est un peu ça notre accompagnement, pour que l'État soit proactif dans la prise de décisions actuelles et futures. Parfait. D'accord. Et je voulais ajouter, vous avez vu des messages qu'on reçoit très rapidement, des messages qu'on reçoit maintenant sur nos SMS, où le gouvernement dit le coronavirus est une maladie, certes, mais continuez à aller à la vaccination pour vos enfants, allez à vos services, tous allez. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus que nous devons nous arrêter de nous faire soigner. Mais on dit que la Covid a un effet positif, c'est que toutes les autres maladies ont disparu. Elles n'ont pas disparu. Les gens qui souffrent d'hypertension ou de trucs de diabète ont oublié leur maladie. Elles n'ont pas disparu, mais elle a permis de voir un peu la priorisation. D'accord, très bien, parfait. Marquons une pause, mesdames. On se retrouve dans quelques petits instants seulement. Bougez pas, madame Tonkli et compagnie, on s'offrira une autre visite au cœur de ce couple assez particulier.
Téléviveux ce soir, la santé des femmes avec Dr Saki et Dr Dogoré qui nous parlent donc de ce qui est fait sur le terrain pour améliorer la santé des femmes, ce qui n'est pas fait et ce qui devrait être fait. Alors, sans transition aucune, chaque semaine, Pierre nous impose un petit exercice, celui de décrypter l'actualité de la semaine ou les actualités majeures de la semaine au travers de caricatures. Oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité aussi à la maison, c'est l'occasion de revoir ce de quoi on a parlé dans les médias. Eh bien, on a tout simplement rouvert les écoles. Donc c'est la reprise. Ça s'accompagne de quelques petites inquiétudes aussi. On a des petites inquiétudes de sécurité. On parle notamment de terrorisme avec une opération conjointe de la Côte d'Ivoire et du Burkina. On a la pandémie de coronavirus qui affecte les instituteurs du privé parce que ça n'a pas encore forcément repris. On parle également de l'OMS, ça tombe bien, on a des gens de l'OMS en plateau, et notamment de la chloroquine qui fait débat depuis le début de la pandémie et de la triste nouvelle de la disparition de Maury Kanté. Voilà. Donc, il a été demandé à chacune d'entre vous, mesdames, de choisir une caricature et de nous dire pourquoi elle vous a marqué cette semaine. On va commencer par vous, docteur Dogoré. OK. Oui, moi, c'est la caricature sur le fait que les écoles sont ouvertes et que sous la menace toujours de la Covid, et regardant ces parents qui sont inquiets, notamment la mère qui pleure parce que le Covid, pour elle, c'est la guerre. On peut comprendre cette mère parce que pour tout un chacun, cette pandémie ou cette maladie, c'est vraiment notre ennemi. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas comment on peut l'attraper. On sait comment l'attraper, mais on ne sait pas si on va l'attraper selon où nous sommes. Mais en même temps aussi, il faut que les enfants continuent à être éduqués. Et je vois que ce couple a bien éduqué leur enfant. L'enfant a bien accepté de porter son masque pour aller à l'école. Sûrement qu'on lui a appris aussi quels sont les gestes qu'il faut faire. Mais nous sommes aussi sûrs que le gouvernement, qui est conscient du danger, a pris les mesures qu'il faut pour que les enfants soient assis, chacun à sa place. Mais ce que je peux dire aux parents par rapport à ça, le message que je peux donner, c'est que il faut qu'ils accompagnent leurs enfants, continuent à leur donner l'information, pas alarmiste, mais comment éviter, peut-être même leur dire, puisqu'il n'y a pas souvent l'eau à l'école, il y aura sûrement de l'eau, mais quel est peut-être son petit gel dans le sac pour le mettre de temps en temps. Au lieu de lui donner un seul masque, de lui donner 2 masques, puisque maintenant il y a des masques lavables. On peut lui donner 2 masques pour qu'à chaque fois il puisse le changer. Et comment le changer? En fait, c'est ce qu'on peut demander aux parents pour aider leurs enfants à ce qu'ils se portent bien. D'accord. Docteur Nekourissi, vous avez choisi? Les professeurs du privé victimes du Covid. Et le Covid même qui est fier, la Covid maintenant qu'on dit, la Covid qui est fier de dire j'ai plusieurs moyens pour tuer les victimes. Et on peut s'attarder un peu là-dessus, que cette Covid a eu vraiment plusieurs moyens. Mais je crois que nous sommes des êtres humains et que nous sommes plus forts. Au moins, nous savons comment l'attraper. Donc, si nous sommes ensemble dans la lutte, si nous nous organisons au mieux, je pense qu'on peut lutter contre cette maladie. Et si vous avez vu, tous les 100 ans, il y a une grande épidémie qui s'annonce dans le monde. Et on en vient quand même à bout. Et c'est le rôle de l'OMS. J'ai vu une affiche sur l'OMS, je n'ai pas osé, mais quand je vous parlais des fonctions de l'OMS, c'est d'aider les pays, accompagner les pays à faire la recherche, à mettre en circuit les médicaments. Notre rôle, quand il y a une maladie qui s'annonce, qu'on trouve les moyens de lutte contre cette maladie. Et ensemble, c'est pas seulement le professeur du privé qui a subi les affres de la Covid, mais c'est tous les secteurs de la société. Donc, ensemble, nous devons trouver... Heureusement que cette Covid, ce virus meurt quand on se lave les mains, quand on a du savon. Et moi, je vais rebondir sur toute l'actualité que le directeur a donnée, la construction des châteaux d'eau. Je pense que c'est la même chose dans tous les villages, mais le développement passe par là. Le développement, moi, je dis toujours, il est unique.
il passe par le bien-être des populations, qui passe par les mesures sociales de base, l'école, l'éducation, la santé. Et on a vu avec cette maladie que la santé est au cœur du développement. La santé, c'est vraiment la définition que l'OMS a donnée. C'est un état de santé mentale, psychologique, physique. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Et donc, ensemble, nous devons lutter pour bouter hors de nous, comme on a réussi à bouter la polio, mais on peut y arriver. D'accord. D'ailleurs, le journal titre que l'humanité a perdu le premier round contre le Covid, mais l'espoir n'est pas perdu. On continue. Cheikh, vous avez choisi moi, j'ai choisi la disparition de Maury Kanté. Et pour résumer sa vie, c'est 4 pays. C'est la Guinée, c'est le Mali, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la France. La Guinée parce qu'il est natif de la Guinée, de El Hadj Fodé Djeli, qui était un illustre griot, un patriarche, père de 38 enfants, tout de même, hein. C'est bon de le préciser puisqu'on parlait d'espacement de naissance. Mais il est envoyé très tôt, à l'âge de 7 ans, au Mali, chez sa tante, pour parfaire son éducation. Et là-bas, sous l'influence de la musique occidentale, mais surtout de la rumba congolaise, zaïroise plus précisément, qui faisait donc son entrée, il va s'adonner à la guitare, ce qui aurait pu être considéré comme un crime de lèse-majesté, lui qui est issu d'une famille où l'instrument de prédilection, c'est le balafon. Donc, il s'adonne à la guitare et puis finalement, il abandonne tout. Il se consacre totalement à la musique. Il s'inscrit donc dans une école de musique et il va intégrer quelques années plus tard le Super Isle Band, qui est en fait l'orchestre mère au Mali. Et quelques années après, en l'espace de 3 ans, il succède au lead vocal, qui n'est autre que Monsieur Salif Keïta. Et donc là-bas, il s'adonne par ailleurs à un autre instrument, c'est la kora, à 21 cordes. Et finalement, il s'exporte à Abidjan pour une simple raison, c'est qu'Abidjan présentait des studios un peu plus modernes que le Mali. Il va d'ailleurs produire un album, on est, je pense, dans les début années 80. Et de là-bas, il prend son envol. Après 3 ans en Côte d'Ivoire, il prend son envol pour la France. Et c'est là qu'il va justement s'ouvrir à des influences occidentales. Il va mixer donc les sons traditionnels aux sons occidentaux. Et c'est là qu'il va notamment enregistrer son titre à succès, Yeke Yeke, qui a été un véritable succès phénoménal. Voilà, on retiendra de lui donc un artiste moderne, visionnaire, voilà, et dont la mort est quelque peu passée sous silence en raison de la Covid-19. Et voilà, je tenais donc à lui rendre cet hommage. Moi, j'ai choisi de parler de la lutte antiterroriste. On parlait justement de ces maladies dont on ne parle plus parce que l'actualité est inondée par les informations sur le coronavirus. On se souvient encore des attentats du 13 mars 2016 à Grand-Bassam. C'est un souvenir douloureux. Donc, c'est très rassurant de savoir qu'il y a des opérations conjointes qui sont menées. Donc, le bilan de cette opération, c'est 8 suspects tués et 40 personnes interpellées à la frontière ivoiro-burkinabé. Donc, elle est toujours là, la menace terroriste, et il faut continuer d'être vigilant. Voilà. Voilà, parfait. Merci Pierre pour ce récap de l'actu de la semaine en caricature. Il faut rester toujours scotché aussi à la télé d'ici si vous souhaitez regarder tous les soirs cette short-com événement. C'est Madame Tompi et compagnie. On y va direct sans aucune forme de transition. Voisine, on dirait que cette fois-ci là, ça va pas, hein? Ça va pas, hein? Ça va pas, mais... J'espère que c'est pas leur truc là. Non. Non, c'est pas arrivé là-bas. Je suis. Sinon, j'ai un ami là, je peux l'appeler, il va venir te dépister, hein? Non, faut laisser. Là, c'est un palu. C'est un palu? Mais comment on disait ça? J'ai trop froid. Tu as pu manger quelque chose? J'ai même pas l'appétit. J'ai même pas l'appétit, ma bouche est amère. Ah non, ça, que ça, c'est pas lui. Si ta bouche est amère, c'est que ça, c'est pas lui. C'est pas lui qui fait ça. Ouh! Oh, pas lui de maintenant là aussi, quand ça t'attrape là. Oh, Yako. Comment je t'ai vu venir? Parce que comme toi, ton odorat est développé là. Je t'ai vu venir et dire, la voisine a senti là, la zone jungle là, de loin là-bas, elle est en train de venir. On a fait bon foutu comme ça, c'est maintenant, mais elle est en train de piler. Tu as préparé quoi? Non, on a en train de faire jungle et puis bon, c'est maintenant, elle est en train de piler le foutu. Je commence à avoir un peu chaud de toute façon. Tu es guéri? Pas lui là, tu sais. Quelquefois tu as faim. Mais tu penses que c'est pas lui. Voisine. Ça me fait ça quelquefois. D'accord, ok. Ta fille là, elle pile bien. Parce que moi j'aime pas les photos, il y a boule dedans là. Hein. Attends, tu es malade ou bien tu as faim?
Je savais qu'il y a quelque chose qui clochait là. Elle était trop maquillée pour une paludienne. Marquons une pause, on se retrouve dans quelques instants. Juste derrière, la T-Bun sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Dr Dogoré d'être passé par la télé d'ici. Merci à Dr Saki Nekouressi d'être passé également par la télé d'ici. Merci à Pierre. On vous laisse en compagnie de la T-Band, de l'orchestre résident, qui nous reprend ce soir deux hits majeurs de deux artistes illustres qui ne sont plus de ce monde, mais dont l'œuvre continue évidemment de vivre pleinement. C'est Pata Pata de Myriam Makeba, première artiste à avoir exporté la musique africaine au-delà des frontières continentales, et Monsieur Ernesto Djedje, le père fondateur du Zigiribiti. Deux titres coup sur coup, Pata Pata et Zadi Bobo. Ce sera tout. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now.
Excellent team band. Daphné, Andy, Élisée, Jofa, Kevin, Vivien. Good job. Very good job.